De 2016 à date, c'est une attribution qui est restée quand même en veilleuse pendant plusieurs années. Certes, le CAN a formé ses employés, le CAN a formé des personnes faisant partie de groupes organisés de la société et avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Cependant, cette mission de former la population prend aujourd'hui une toute autre dimension. Par analogie au thème de la journée mondiale du premier secours de cette année, les premiers secours à l'école, nous nous retrouvons ici à l'université, au rectorat de l'université, pour parapher ce protocole d'accord qui va définir les conditions de formation de 200 à 300 étudiants des différentes entités de l'Université d'État d'Haïti pendant chaque année, pendant les 5 prochaines années, afin de constituer un pool quand même assez considérable de citoyens et citoyennes formés à ces gestes de premier secours. Ces gestes de premier secours dont nous parlons sont simples à la vérité. Il s'agit d'aider quelqu'un avec des difficultés respiratoires à dégager justement ses voies respiratoires. Il s'agit d'assister quelqu'un qui a un saignement afin d'empêcher que cette personne ne se vide de son sang. Il s'agit à pouvoir évaluer et quand même poser certains gestes lorsque quelqu'un est inconscient. Nous comprenons que dans un pays aussi vulnérable que le nôtre, la formation de la population, du plus grand nombre de gens, de citoyens et de citoyennes de cette population en premier secours, aura indubitablement un impact considérable. Nous venons d'avoir le tremblement de terre le 14 août dernier dans le grand sud du pays. En cas de désastre, en cas de catastrophe naturelle, ce sont les membres de la famille, ce sont les voisins qui se portent en premier au secours des membres de la communauté. Imaginons un peu, avec un pays de 12 millions d'habitants, qu'on en arrive à former 1 200 000 au geste de premier secours. 1 200 000, 10% de la population. Dans les pays d'Europe, les sociétés nationales et internationales de la Croix-Rouge forment près de 15 millions de citoyens chaque année. 15 millions chaque année à ces gestes de premier secours. Nous avons là une responsabilité et je m'enorgueillis vraiment, monsieur le recteur, de cette initiative. Quand il y a une catastrophe ou quoi que ce soit d'accident, les premières personnes à se mobiliser, ce sont les témoins, les voisins, les membres de la communauté. Donc si ces gens-là ne sont pas formés, ils peuvent, au lieu de porter secours à la victime, contribuer beaucoup plus à la détérioration de son état de santé, parce qu'en matière de soins d'urgence, ce que nous appelons les soins préhospitaliers, c'est-à-dire avant même l'arrivée de l'ambulance ou à l'arrivée de l'ambulance, mais avant l'arrivée de la victime à l'hôpital, ces soins préhospitaliers ont une importance capitale. Donc, le simple fait de mobiliser de façon incorrecte un blessé peut influencer négativement son pronostic vital. Ceci est d'autant plus important, monsieur le recteur, de former la jeunesse, que nous assistons souvent dans certains pays aux interventions de jeunes enfants qui peuvent être le sauveteur de leurs parents en cas d'accident à domicile. Si vous regardez tout le temps les télévisions étrangères, vous voyez des enfants d'à peine 6 ans qui ont appelé le secours et qui peuvent exécuter les gestes dictés par téléphone en attendant l'arrivée des secours. Chez nous, nous ne sommes pas sûrs que, même chez des adultes, pourtant bien rodés à d'autres activités, c'est une activité qu'on maîtrise. Donc, introduire même les soins de premier secours dans le curriculum, je vais un peu loin, c'est peut-être quelque chose à envisager. Moi, j'ai eu mon premier cours de secouriste en PCD,
en première année de médecine, ce que nous appelons la première année de médecine. Mais avouez quand même qu'il était déjà tard, parce qu'on avait tous, pour la majorité, la vingtaine. Il y avait des plus jeunes, dont je faisais partie, qui n'avaient pas encore atteint la vingtaine, mais on était déjà dans la vingtaine. Or, nous pensons que ce sont des gestes qui ne sont pas forcément automatiques, qu'il vaut mieux les enseigner tôt pour que les gens puissent les maîtriser. Donc, c'est un plaisir pour le ministère d'être là aujourd'hui. Il faut que je vous dise aussi que le CAN a évolué. Le CAN a un statut quasiment autonome. Ce n'est plus un simple directeur, c'est un directeur général. Le CAN est aussi une direction générale du ministère, comme d'autres directions déconcentrées, si vous voulez. Donc, ceci dit, il est tout à fait majeur pour signer des protocoles d'accord. Donc, vous avez compris pourquoi c'est lui et le recteur qui ont paraphé cet accord, pas le directeur général du ministère en tant que tel. Donc, pour ceux qui se posaient la question, pourquoi pas moi, donc le docteur Louis est un directeur général, c'est un collègue, donc il a tout à fait, je dirais, la maturité administrative pour signer au nom de sa direction. Donc, merci. Je pense que je n'ai pas salué la presse à l'entrée, mais on dit que quelle que soit la longueur de la lettre d'une femme, la phrase la plus importante se trouve à la fin. Donc, je ne suis pas une femme. Mesdames et messieurs de la presse, je pense que vous allez vous faire donc, ce que j'appellerais les colporteurs de cette activité. Vous allez, de par vos actions, contribuer à vendre cet accord aujourd'hui, vendre entre guillemets, à vulgariser cet accord. C'est effectivement être fermé dans une pièce, signer un accord, si vous n'avez pas les instruments pour la divulgation de cet accord, si vous n'avez pas les moyens pour la mise en place de cet accord, ça ne sert à rien. Il y a un facteur très important que le Dr Louis a mentionné, c'est le fait qu'il n'y a pas d'engagement financier des deux côtés. Ceci ne va coûter rien au rectorat, donc à l'université, et ne devrait en principe coûter rien en termes d'engagement financier au CAN. Mais si le CAN met le personnel, des formateurs, sachez quand même que ça a un coût. C'est avec beaucoup de plaisir, je devrais ajouter beaucoup d'enthousiasme, que l'Université d'État d'Haïti signe avec le Centre ambulancier national ce protocole d'accord sur la formation de secouristes destinés à rendre disponibles à travers le territoire national des jeunes préposés à prodiguer les premiers soins, les premiers conseils, les premiers gestes qui sauvent à l'occasion de catastrophes naturelles et d'accidents. Nous sommes un pays à risque, un pays fragile, un pays vulnérable. Les accidents de la route, les accidents de la mer, les cyclones, les ouragans, les inondations, les glissements de terrain, mais aussi les séismes et leurs répliques, nous le rappellent périodiquement et nous apportent tout aussi périodiquement leur lot de morts, de blessés, d'estropiés, de destruction physique, morale, culturelle, patrimoniale. Comme si nous étions poursuivis par une fatalité qui nous condamnerait inexorablement à cumuler pertes, cadavres, destruction, désespérance. Dans le même temps, nous sommes un peuple jeune, généreux, dynamique, disponible. Notre jeunesse a envie de se dépasser, d'exercer ses élans de générosité de manière plus experte dans des actes concrets, empreints de noblesse. Elle attend surtout les occasions et les motivations. Quoi qu'on dise de notre population, et malgré certaines dérives constatées, les élans de solidarité sont perceptibles à tout moment, y compris en période de calamité et de désastre. Le fait est que,
dans tous les cas, les premiers sauveteurs qui se présentent sont toujours des compatriotes, des anonymes souvent remplis de bonne volonté, même s'il leur arrive parfois de ne pas connaître les meilleurs comportements à adopter, les meilleurs gestes à poser en pareilles circonstances. Ils le font généreusement, spontanément, sans obligatoirement se prévaloir de liens de parenté ou d'amitié avec les victimes. Un sens naturel de la solidarité, un sens humain inné. C'est ce sens d'humanité, de solidarité, de générosité naturelle que ce protocole est appelé à tonifier, à systématiser, à révéler, à valoriser. Il permettra de former sur 12 mois 300 jeunes secouristes volontaires dans l'Ouest, dans le Grand Nord, dans le Grand Sud. Son implantation a déjà commencé avec les séances organisées par des cadres du rectorat, notamment le docteur Evelyne Moïse et le docteur Marc-Manuel Fimerlus, et le directeur Marc-Manuel Fimerlus, à l'intention des formateurs du CAN sur la conception pédagogique d'une part et sur l'utilisation des techniques de formation à distance d'autre part. La formation de secouristes proprement dite débute dès demain matin avec une première cohorte de 20 participants. Précisons qu'il est prévu 3 grandes étapes géolocalisées. Au cours de la première étape, 120 apprenants issus des entités de l'UEH de l'Ouest seront formés dans le 10 départements. Cette étape s'étend sur une période de 6 mois à raison d'une cohorte de 20 apprenants par mois. La deuxième étape concernera des étudiants et des membres du personnel administratif de l'UEH du Grand Nord. Les enseignements débuteront au mois de mars 2022 dans ce département. 5 cohortes de 20 apprenants bénéficieront de cette formation. Pour la troisième étape, elle débutera dans le Sud au cours du mois de mai 2022. 5 cohortes de 20 apprenants seront formés. Nous nous réjouissons de l'enthousiasme que l'idée a suscité dès les premiers moments, chez nos collaborateurs, chez nos partenaires, chez nos futurs apprenants. Je voudrais rendre ici un hommage appuyé au directeur général du Centre ambulancier national, le docteur Didier Hérol-Louis, qui n'a pas hésité une seconde à donner son approbation et à mettre son institution et ses ressources au service de cette importante formation. Merci, Monsieur le Directeur général. Merci aux cadres qui vous accompagnent et à vos formateurs qui ont déjà commencé le travail. Mes chaleureux remerciements s'adressent également au directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, qui nous fait l'honneur de sa présence d'ailleurs, qui a fortement encouragé cette initiative. Je tiens à reconnaître ici le travail réalisé par la direction de la vie étudiante, la direction de l'informatique, la direction de la coopération et du partenariat, et toutes les structures du rectorat et de l'UEH, notamment les démarches entreprises, les énergies mobilisées pour la mise au point de ce programme dont nous espérons tellement de retombées. Mais trouverons-nous les mots appropriés pour dire le dynamisme, le dévouement, la compétence, la détermination, la disponibilité déployée à la circonstance par le docteur Evelyne Moïse, dont on vous a déjà parlé. De la conception du programme à la recherche de ressources, de la mise en place de partenariats
à la mobilisation des énergies les plus diverses, on retrouve le docteur Moïse à toutes les étapes cruciales qui nous conduisent aujourd'hui à la signature de ce protocole et aux perspectives qu'il ouvre. Merci infiniment, cher docteur Moïse. À ce sujet, nous ne saurions passer sous silence les apports combien précieux de partenaires comme l'AMHE, l'Association des médecins haïtiens à l'étranger de Floride, et de son président, le docteur Angelo Gousse, la Primary Care Haïti et ses présidents et vice-présidents, les docteurs Jennifer et Kissinger Goldman, dont la contribution à ce programme est simplement appréciable. Je ne vous ai pas encore dit que ce programme comprend un volet de formation de formateurs, que nous voudrions le couvrir du sceau de la durabilité, que le moment venu, des formateurs de l'UEH prendront la relève, qu'à moyen terme, cette formation deviendra obligatoire pour tous les étudiants de l'UEH, comme nous l'a suggéré le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Régulation, et tant d'autres perspectives dans le même sens. Tant il est vrai qu'il procède de la mission cardinale des services à la communauté que les États généraux de l'UEH ont élevé à la même dimension que les autres missions de notre université, soit la formation et la recherche.